suis une PVVIH, donc c'est une personne vivant avec le VIH. J'ai attendu 6 ans pour qu'un médecin me dise que j'allais pas mourir. Donc je m'étais dit, il me reste 2 semaines à vivre. C'est pas normal d'en arriver là. Quand t'es une personne vivant avec le VIH, quoi que tu fasses, t'es dans la mauvaise case. On prend des antidépresseurs, je suis alcoolique, j'ai des troubles du comportement alimentaire, je fais des cauchemars. Enfin, on se pourrit la santé. Parce que si je m'étais pas mis à lutter, je pense que je me serais tué. On ne meurt plus du sida dans le monde depuis 96. C'est la sérophobie qui tue. Et on nous laisse mourir. Je me réveille tous les matins avec un appel à l'aide de quelqu'un qui est en train de mourir et je me couche tous les soirs avec un message de quelqu'un qui est en train de mourir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vive. Vous êtes sur Extra, notre format qui invite des personnes ordinaires avec des vécus extraordinaires. Et en fait, on voit souvent, et c'est ma phrase favorite, on voit c'est pas forcément extraordinaire parce que beaucoup de personnes sont dans leur cas, mais c'est juste qu'on n'en parle pas et qu'on ne le visibilise pas. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas de Super Séro, qui a une lutte très importante, qui est invisibilisée. Donc merci beaucoup d'être là. Merci à toi énormément. Aujourd'hui. Première question déjà, c'est comment ça va ? Toi, comment ça va ? Je sais pas, t'es sous antidépresseur ou quoi ? Non, en fait, avec les antidépresseurs, ça va. On tient bon. Est-ce que tu peux quand même te présenter pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas et qui nous regardent ? Ouais, je m'appelle Nico, je suis une PVVIH, donc c'est une personne vivant avec le VIH, et je suis sur les réseaux sociaux depuis maintenant, je crois, 4 ou 5 ans, sur le compte qui s'appelle Super Séro, qui lutte pour la visibilité des personnes vivant avec le VIH et contre la sérophobie. La sérophobie, c'est la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer, du coup, parce que toi c'est quand même un de tes premières phrases quand on arrive sur tes comptes, c'est que tu dis que tu es une personne vivant avec le VIH mais intransmissible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que je pense que les gens ne savent pas vraiment et n'ont pas d'éducation là-dessus. En fait, le VIH, déjà, c'est un virus. Quand on est porteur du VIH, c'est une infection. Quand on a le VIH, on n'a pas forcément le sida. Le sida, c'est la phase malade provoquée par le virus quand il n'est pas traité, un peu comme serait la Covid pour le SARS-CoV. Et quand en fait le virus il est contrôlé, il est traité, il se duplique plus, il attaque plus le système immunitaire, donc on développe plus de phase sida. Et traité, il se duplique plus dans l'organisme, il circule plus. Donc quand on fait des analyses de sang, on trouve plus de traces de virus qui circulent dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle avoir une charge virale qui est indétectable. À partir de là, on sait qu'il est intransmissible ni sexuellement ni par le sang. C'est que tu es traité, donc tu es sous traitement, tu as un médicament et du coup maintenant tu es intransmissible. Ouais. Et même au-delà de ça, et c'est un truc intéressant que tu dis souvent, c'est que du coup tu es plus safe qu'une personne qui croit ne pas avoir le sida, qui croit ne pas avoir le VIH, pardon. Toi, t'inquiète, c'est pas... et qui en fait n'a juste pas fait les tests et qui pourrait le transmettre. Je pense qu'il nous manque des termes. Je trouve qu'en France, on dit séropositif, séronégatif. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de séro-ignorance et de séro-incertitude. La plupart des gens se disent séro-négatifs, mais ils ne le sont pas. Ils sont séro-incertains. C'est-à-dire qu'ils n'en savent rien. En fait, ils n'ont pas fait de test, quoi. Et en fait, les personnes séropositives, c'est surtout des personnes qui sont dépistées. Et puis nous, en plus, on a un suivi. Donc tous les 6 mois, je fais des analyses de sang, je fais mon bilan complet, je fais mon bilan IST, mes transaminases, mon cholestérol. Donc on a une santé qui est beaucoup plus suivie. Et bizarrement, en fait, on a presque une meilleure santé qu'une personne qui n'a pas le VIH, mais qui du coup fait pas ce suivi-là. On n'a pas encore dans la culture française le fait de faire des check-ups régulièrement ou une fois par mois, quoi. Ou une fois par an. Par mois, non, faut pas abuser. Ouais, par mois, ça ferait beaucoup. Bon, en tout cas, on va pouvoir revenir sur la lutte spécifique contre la sérophobie, parce que tu vis quand même pas mal de choses. Et rien qu'en allant sur ton profil, j'enchaînais question sur question, parce que tu vis beaucoup de choses et on pourra revenir là-dessus. Avant ça, on va quand même parler de ton vécu à toi, ton histoire un petit peu. Comment tu as appris que tu avais du coup été infectée par le VIH. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je pense que toi aussi, peut-être au début, tu avais certains clichés dans ta tête quand tu as eu la nouvelle. Oui et non, je sais pas si j'avais des clichés, j'avais un manque d'informations, mais je m'étais forcément, après, tu vois, quand tu es homosexuel, depuis petit, on t'apprend à dire que quand tu es ton objectif de vie, c'est d'éviter de crever du sida. Enfin, tu vois, c'est que... Puis en plus, moi, j'ai 36 ans, donc il n'y avait pas le mariage, on ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est une autre réalité pour C'était une autre réalité, puis on n'en parlait pas à la télé, c'était l'époque post-sida, donc toute l'avancée qu'on avait eue durant la libération sexuelle, elle avait fait un énorme pas en arrière, et beaucoup d'invisibilisation de toutes les minorités sexuelles, quoi qu'il en soit. C'est comment, du coup, tu t'es rendu compte, quand est-ce que tu l'as appris ? Ouais, par un dépistage. Par contre, ça s'est ultra mal passé. C'est-à-dire que mon généraliste était parti en vacances. En fait, c'était suite à une rupture. Moi, je suis parti vivre à Montréal parce que je voulais m'installer vivre à Montréal parce que j'avais du mal à survivre à la rupture. Et en fait, arrivé à Montréal, je suis tombé très malade. On ne sait pas trop ce que j'avais. J'ai dû rentrer en France en urgence. J'ai refait des examens en urgence. Le laboratoire m'a rappelé en me disant c'est très grave, il faut un traitement d'urgence. Rappelle ton médecin. Je rappelle mon médecin, qui n'était pas là, c'était le remplaçant qui était à sa place.
Et arrivé dans le cabinet, il nous a fait attendre comme dans les années 80, genre la fin de journée. Moi, j'étais avec ma mère, donc il nous a fait attendre 5 heures dans le cabinet pour nous recevoir en fin de journée quand tout le monde était parti. Ouais, puis à ce moment-là, je savais pas, tu vois, donc je m'étais dit, il me reste 2 semaines à vivre. Enfin, oui, c'était tu fais les pires scénarios. Ouais. Et dans le cabinet, il nous sort, oui, effectivement, c'est très grave, ça demande un traitement d'urgence, mais je prends pas la responsabilité de vous l'annoncer. Vous attendez que votre médecin généraliste revienne de vacances dans 2 semaines. D'accord. Enfin bon, c'est très long comme histoire. Après, la chance que j'ai, c'est que ma mère travaille à l'hôpital, donc on a pu, avec les contacts de ma mère, et que mon père a toujours été malade et handicapé, donc on avait plein de liens avec les médecins, etc. Donc on a pu trouver quelqu'un qui a pu nous l'annoncer. Mais c'était un peu catastrophique. Se battre pour avoir juste un diagnostic. Tu penses que du coup, c'était déjà imprégné de sérophobie, le fait qu'ils ne veuillent pas te l'annoncer? Ouais, et puis même au service d'infectiologie, j'ai pas eu les informations. J'ai attendu 6 ans pour qu'un médecin me dise que j'allais pas mourir. Puis tu sentais quand même qu'il y a toujours eu ce côté un peu, c'est bon, vous avez un traitement, vous n'avez pas pour aller, quoi. Et la chose qui m'a le plus marqué dans mon suivi, c'est que j'ai l'impression que maintenant ça va mieux. Il y a quand même, tu vois, une avancée des mentalités, des infectiologues peut-être aussi qui sont un peu plus jeunes, je sais pas. Mais c'est vrai que c'était soit, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'était quand j'allais voir mon médecin et que ça allait pas trop au niveau moral. Non, que ça allait bien. Moi, j'avais tendance plutôt à être positive, donc j'arrivais à me dire, tu vois, je vais bien. Ouais. Et les remarques, c'était, oui, enfin, vous allez bien, mais bon... Te culpabiliser un petit peu sur tout ça. C'est quand même pas rien, quoi, tu vois, c'est quand même, t'as quand même quelque chose qui est, voilà, faut faire attention, quoi. Mais c'est cette phrase, faut faire attention. Je dis, mais attention à quoi? Oui, je sais pas, tu vois, t'es sous traitement. Ultra angoissant, Et finalement, quand j'acceptais, je sais pas, tu vois, d'exprimer, de me livrer un peu plus, et que la séance d'après, je sais pas, je montrais que j'allais peut-être un peu moins bien, et qu'effectivement, tu vois, c'était un peu lourd, c'était la réflexion, c'était oui, enfin ça va, il y a pire. Et en fait, tu dis, enfin, quoi que je fasse. Ouais. Et très vite, je me suis rendu compte que quoi que tu fasses, t'es séropositif. Quand c'est une personne vivant avec le VIH, quoi que tu fasses, t'es dans la mauvaise case, quoi. Ouais, mais c'est là où c'est intéressant. Moi, depuis que je te suis, ça fait un moment que je te suis. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on a beaucoup parlé de santé de l'organisme, quand on parle de VIH, quand on parle de sida. On a oublié tout ce côté santé mentale. Alors que finalement, j'ai l'impression... On est très, très loin, là. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus difficile de vivre la santé mentale quand on est quelqu'un de séropositif que vivre ta santé ou ton organisme. Mais là, en fait, on a déjà trouvé le médicament. En tout cas, aujourd'hui, en France, quand on a la chance d'avoir un traitement, et c'est pas tout le monde a la même chance partout, on a un certain privilège. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette... On en est très loin. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'en est même pas là. On en est encore à ne pas... à arrêter de déshumaniser les personnes vivant avec le VIH. On n'en est même pas à humaniser les personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire que, tu vois, le peu d'informations qu'on donne sur les personnes vivant avec le VIH, ça va s'arrêter à... on ne peut pas transmettre quand on est traité. Qui, en fait, quand on réfléchit bien... c'est une sorte de fétichisation. C'est un peu comme si on avait d'importance que pour nous présenter en termes de rapport à risque ou rapport non à risque. Et finalement, moi, j'ai un peu du mal avec ces campagnes où les seules fois où on parle de nous, c'est pour parler de ça, pour dire aux gens, vous inquiétez pas, maintenant, ils sont plus dangereux. Et j'ai entendu des phrases à répétition depuis même 15 ans qui est, c'est bon, maintenant que vous transmettez plus, ça va, tu vois. Comme si, oui, du coup, tu étais sorti de la lutte un petit peu. Comme si en fait ça se comprenait qu'on soit discriminé avec un virus qui était transmissible, c'est-à-dire que finalement on associe le risque de transmission à la personne, et ce qui est ultra violent, parce que tu te dis mais en fait moi le traitement je le prends pas pour pas contaminer, je le prends parce que sinon je meurs, quoi. Et ça c'est quelque chose qui est aussi encore difficile à casser. On va parler d'autre chose, parce que comme tu le dis, c'est à l'intersectionnalité de beaucoup de discrimination. Et moi je t'ai entendu parler de beaucoup de violences médicales que tu as vécues. Et c'est pour ça que cette première question, elle met quand même en lumière quelque chose. C'est la première façon où tu commences à voir directement que là, tu vas être discriminé par quelque chose. Je crois que tu as parlé d'autres fois où tu as été discriminé par des médecins. Des violences proctologiques, tu fais référence. Voilà, c'est ça, exactement. Je ne sais pas si tu veux le raconter. Oui, il n'y a pas de... J'ai l'impression vraiment d'être une expérience. Et que je suis... tu vois, le médecin s'autorise des choses. Je l'ai déjà vécu avec des psys très jeunes, puisque santé mentale toujours un peu éclatée au sol. Et puis quand tu vois des psys, quand j'avais 13-14 ans, mon homosexualité, c'était en complexe d'Oedipe raté. Oui, et c'est pas une exception, c'est pas arrivé une fois. C'est-à-dire que j'ai vu 5-6 psys, 5-6 fois, ça a été l'Oedipe raté et une obsession sur... Croyance, hein, ouais. Moi, on disait la même chose de mon oncle qui était gay. On disait non, mais c'est parce qu'il a des problèmes avec sa mère. C'est terrible. Et une obsession là-dessus, quoi. Mon enfance, et puis c'est un découlé de la psychanalyse, quoi. Oui. De toute façon, de manière en France, on a une manière de voir la médecine qui est très psychanalytique. On a des sachants, on a des gens qui savent pas. On est très loin de faire de la systémie. En fait, c'est la première fois où tu te rends compte que tu vas être
être mis face à l'histoire aussi. En fait, c'est chargé d'histoire, la sérophobie, face à l'homophobie que ça implique, face à toutes les discriminations. Et donc, je pense que c'est important de rappeler un petit peu l'histoire. Où, quand ça arrive, moi, je sais que j'ai entendu tellement de théories du complot autour de comment le sida est arrivé. Pourtant, tu vois, j'ai fait une S et tout, et déjà, on en parlait dans les cours d'SVT. Donc, c'est du cours d'SVT ultra vulgarisé, mais il y a des gens qui se prennent pour sortir de l'accuse de Jupiter, on sait tout. Et t'entends de tout, on aurait couché avec un singe, on aurait fait exprès de contaminer les gens. Et je pense qu'il y a aussi après autre chose, et ça je le vois, tu le mets souvent, de personnes qui viennent te voir avec des plantes, tu pourras guérir. Il y a plein de fausses croyances. Comment on fait pour s'en sortir dans tout ça ? En fait, pour beaucoup, on ne survit pas. C'est que j'ai beaucoup d'amis qui se sont suicidés ou qui sont... Parce qu'en fait, c'est trop. Et c'est d'une violence. Et ça part de tous les côtés. Et surtout, très rapidement, tu te rends compte que tu n'auras absolument aucun soutien. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué, c'est l'isolement et la solitude, parce que bon, tu vois, quand je vis de l'homophobie, mais bon, j'ai de la chance d'avoir une communauté, je suis pas seul, je sais qu'il y a des gens qui luttent contre l'homophobie. Là, t'es vraiment tout seul. Et puis tu te rends compte que toutes les théories du complot, pas flirter, qui vont fusionner avec le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, parce que le VIH c'est un super support pour expliquer il faut laisser les gens crever, il faut pas les laisser rentrer dans le territoire, etc. Ou d'expliquer que c'est à cause des putes, des drogues et des c'est-à-dire que c'est un super outil pour pouvoir essayer de justifier n'importe quelle discrimination. Pour ma part, la chance que j'ai, c'est que j'ai quand même pas mal de privilèges. Je suis identifié comme un homme, je suis pas racisé, je gagne bien ma vie, j'ai un bon travail, je suis marié, j'ai une famille qui me soutient, j'ai un travail qui connaît mon statut et qui me soutient. C'est de l'ordre de gagner au loto, ce que j'ai. Et on voit dans quel état je suis, alors avec toutes les énormes cartes en main que j'ai. Et pour autant, c'est ultra compliqué. C'est ça qui me rend aussi dingue, c'est de voir à quel point, avec tous ces privilèges que j'ai aussi peu de soutien. Alors de me dire, mais en fait, c'est normal que personne ne parle. C'est parce qu'en fait, c'est impossible. La plupart des personnes que je connaisse qui ont le VIH, elles n'ont pas le tiers de la chance des privilèges que j'ai. Et je parle notamment, surtout sur l'argent. Moi, j'ai un bon travail, je suis designer en archi, j'ai un bon salaire, je suis propriétaire. Je connais personne de vivant avec le VIH, tu vois, qui a très peu en tout cas, qui ont cette position et qui peuvent se le permettre. J'ai pas d'enfants, j'ai pas l'angoisse de me dire... Donne un exemple. J'ai une amie séropositive, maman de deux enfants en bas âge, elle est jeune, elle est coiffeuse, elle a son salon de coiffure dans une petite ville. Qu'est-ce que tu veux qu'elle prenne le risque de parler de sa séropositivité ? Pourquoi ? Pour perdre sa clientèle, fermer sa boîte. Et puis j'ai la chance d'être en télétravail à 100%, d'avoir un travail où je ne suis pas exposé à un public. Donc tu vois, je suis aussi protégé par ça aussi. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Et puis en plus, on est tous un peu rebouffés par nos propres communautés. C'est-à-dire que, étant donné que le VIH, j'ai trouvé que ça a souvent été un motif pour avoir des financements venant d'associations qui luttent par exemple contre l'homophobie, et tant mieux, c'est génial. Par contre, le problème que ça a fait, c'est que du coup, on a tout axé sur la santé sexuelle, on a mis de côté les personnes séropositives, et en tant que personne vivant avec le VIH, on nous catégorise de suite, non pas en tant que personne vivant avec le VIH, mais à travers nos autres identités. C'est-à-dire que je ne vais pas être considéré comme une personne séropositive, mais comme un homme homosexuel séropositif. Et c'est assez choquant parce que j'ai fait rarement des groupes de rencontres personnes vivant avec le VIH par des assos ou quoi, et c'est ultra choquant parce que souvent je me suis confronté à soit un groupe de personnes séropositives que racisées, et souvent des femmes, et soit des séropositifs hommes blancs. Donc en fait, tu as un truc qui est très choquant parce que déjà, il n'existe pas que ces deux réalités-là. Il y en a plein d'autres. Et puis surtout... Tout le monde peut... tout le monde, quoi. Et puis en plus, ça nous empêche de nous rencontrer. Et c'est ultra important de rencontrer d'autres personnes séropositives qui sortent de notre réalité pour mieux comprendre ce que c'est la sérophobie, ce qu'on subit socialement, comment ça se structure, parce qu'on est trop dans un prisme qui va pas nous permettre vraiment de comprendre la chose. Je connaîtrai jamais ce qu'une femme peut vivre avec le VIH quand elle est enceinte. Ça, c'est un truc, j'ai mis longtemps à le réaliser, à me dire, mais le jour où la première fois que j'ai rencontré une femme séropositive enceinte, et ce qu'elle se prenait dans la gueule par rapport, tu vois, mais même une femme qui est enceinte et qui parle avec le VIH, c'est une assassin. Elle tue son gosse, elle empoisonne, c'est une meurtrière. Les discriminations, elles s'accumulent pas, quoi. Elles se tissent entre elles et ça crée des nouvelles formes de discrimination encore plus violentes. Tu parlais, par contre, on parlait de toutes les fausses croyances qu'il peut y avoir autour du VIH, mais il y a aussi cette chose où on peut pas, j'ai l'impression qu'on ne peut pas tomber non plus dans une certaine forme de naïveté, où tu avais fait une vidéo où tu parlais quand même que les laboratoires auraient trouvé
un traitement selon toi, mais qu'ils ne rendraient pas public pour continuer à se faire de l'argent. On vient nous voir tous les jours en nous disant « Ah, on aurait un traitement, mais on ne le donne pas pour que les laboratoires se fassent plein d'argent. » Et ce qui me gonfle avec ça, c'est cette hypocrisie de toujours se servir de quelque chose de très éloigné. C'est-à-dire qu'on ne va pas remettre en question la sérophobie, on ne va pas remettre en question le manque d'information. Non, on va remettre en question le Big Pharma et le... Oui, ok, je veux dire, grande nouvelle, tu viens de découvrir qu'on est dans un monde capitaliste. Alors, je ne suis pas en train de dire que les laboratoires cachent ou cachent pas, je m'en fous. Évidemment que les laboratoires ne sont pas là pour faire du bien à l'humanité. Les laboratoires, avant tout, ça répond à une démarche économique. Et par contre, là où il faut ouvrir un peu les yeux, c'est qu'il y a du libre marché. Et le libre marché nous préserve un peu, parce que si un laboratoire trouve des molécules, un autre laboratoire qui n'a pas de marché a tout intérêt à trouver une meilleure molécule pour récupérer des parts de marché. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le libre marché aussi qui nous permet en tout cas d'avoir une certaine sécurité dans l'évolution des traitements. Grosso modo, une partie des choses que je me prends dans la gueule tous les jours, c'est je serais un juif payé par Big Pharma, où je me serais payé pour faire croire que j'ai le VIH, pour mettre en place des traitements qui seraient des poisons donnés à l'Afrique pour tuer des personnes racisées. D'accord. Ça, c'est une théorie, c'est une hypothèse, mais que j'ai beaucoup. Et quand tu creuses derrière leur mouvement, c'est que des blancs, discours racistes. Et donc, tu retombes sur quelque chose qui est... Oui, c'est pour se faire de l'argent. Des traitements qui disent naturels, avec des plantes, etc. Oui, et puis des traitements qui appartiennent à leur famille, souvent. Parce que Irène Grosjean, quand elle disait que les traitements, c'était pas bon, qu'il fallait des traitements naturels, et qu'elle faisait les séances chez elle, après, tu avais le petit passage au rez-de-chaussée qui était la boutique de sa fille. Moi, ça me fait penser. Nous, on l'a vécu à notre échelle, où là, ça concernait tout le monde, parce que tout le monde se l'est pris dans la gueule. Là, ça concerne aussi tout le monde. Mais c'est le Covid, où là, il y avait toutes les théories qui fusaient partout. Et toi, en fait, tu vis ça depuis 15 ans. C'est exactement ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'en fait, le traumatisme qu'ont vécu les gens avec la Covid, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rends compte, mais tout le monde fait comme si de rien n'était. On est juste en post-trauma depuis des années après la Covid, et tout le monde est là, non, ça va. Je sais pas, les gars, peut-être que si on part tous un peu en couille là depuis quelques années, c'est peut-être parce qu'on a atteint un trauma collectif, et que ce trauma collectif, personne ne le traite. Je trouve ça il hallucinant. Il y a quand même de plus en plus de dépression chez les jeunes, et il ferait quand même le lien. Oui, mais d'avoir été confiné en pleine jeunesse. Mais sauf que c'est pas le bon angle. L'angle, c'est quand même, c'est pas un traumatisme des jeunes, c'est un traumatisme social collectif qui est aussi en écho au VIH/SIDA, quand même. Parce qu'on a toutes les erreurs qu'on a faites avec le VIH, on a fait les erreurs opposées avec la Covid. J'en ai un exemple avec le VIH/SIDA, l'État a mis 15 ans pour réagir. Avec la Covid, l'État a mis 2 semaines à réagir, de telle sorte qu'ils ont tellement surréagi qu'on a eu du mal à avoir des structures citoyennes qui se montent pour parler des droits des malades. D'ailleurs, on n'a pas parlé des droits des malades, on parlait des pro-vax et des anti-vax. Oui. Donc on a créé une sorte de dualité où l'objectif n'était même pas de donner raison à l'un ou l'autre. L'objectif, il était simple, c'était validiste. C'est simplement invisibiliser le malade. C'est parler au nom du malade, peu importe ce qu'on dit. Le seul objectif, c'était de ne pas parler du malade. Et je trouve ça ahurissant. Alors que l'avantage, c'est pas un joli terme, mais avec le VIH/SIDA, c'est que l'État a mis tellement de temps à réagir qu'il y a eu des associations qui se sont montées, des associations de personnes concernées, et qu'on a pu avoir un certain discours citoyen, une lutte citoyenne aussi. Maintenant, c'était pas normal que l'État mette 15 ans à réagir, c'était ultra grave. Donc en soi, je suis sûr que si on prend le meilleur du Covid, le meilleur de la gestion VIH, et que surtout on jette le pire des deux, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a, on pourrait peut-être arriver à avoir un petit espoir de gérer la prochaine, parce que c'est ultra politique. Si on a une montée du fascisme, une montée du racisme, une montée du sexisme et une crise épidémiologique, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois, quoi. Je veux dire, Mais selon toi, du coup, comment on trouve ce bon équilibre, où là, je pense qu'on est tombé que dans un sens. En fait, on essaye de faire de la prévention pour que les personnes ne tombent pas plus malades et que ça devienne encore plus ingérable pour les systèmes de santé. Et d'un autre côté, ne pas oublier les personnes qui sont déjà malades, parce que c'est vraiment ce qui s'est fait pareil pour les deux. Là, on va revenir sur la lutte contre le VIH, où on le disait, il y a eu des campagnes qui ont été faites, donc des campagnes de AIDS, qui, du coup, montrent la personne vivant avec le VIH en tant que scorpion, du coup d'araignée. En Allemagne, à Hitler, etc. Voilà, donc des allégories terribles, déshumanisantes. Et en fait, en essayant vraiment de sortir de ça, moi, la première fois que je l'ai vu, parce que je les ai vus, ces campagnes, je m'étais dit, OK, en fait, ils ont fait l'allégorie de la maladie.
Et en fait, c'est vrai qu'en faisant l'allégorie de la maladie, ils ont déshumanisé l'humain qui porte la maladie. En fait, c'est simple, c'est qu'à chaque fois, ils parlent d'une personne séronégative qui parle à une autre personne séronégative. Et ce qu'il faut, c'est que tout ce qu'on a compris sur les luttes des personnes sexisées, racisées, etc., l'appliquer à la santé. C'est-à-dire qu'on pense encore que la santé, tout le monde est concerné. Oui, alors, tout le monde est concerné par sa santé. Maintenant, ce qui est dingue avec le VIH, c'est qu'on a mis dans la tête des gens que tout le monde était concerné par le VIH. Ce qui est faux. Tout le monde n'est pas concerné par le VIH. Les gens concernés par le VIH, c'est ceux qui ont le VIH. Les gens qui ne l'ont pas sont concernés par la santé sexuelle, l'information en santé sexuelle, mais pas directement le VIH. Parce que pas tout le monde est concerné dans le risque de l'avoir. Oui, mais du coup, dans l'information à la santé sexuelle, mais pas directement sur le VIH. C'est-à-dire, d'ailleurs, la phrase qui vient à la suite de ça, souvent, et qui en fait est une forme d'aveu, c'est que je suis concerné par le VIH parce que je pourrais l'avoir. Oui, mais tu pourrais l'avoir, donc tu pourrais être concerné, mais tu l'es pas. Oui. Et ça, tant qu'on n'a pas compris ça, on reste dans un monde où quand on parle de santé, ce sont des gens qui n'ont pas de problème de santé, qui parlent à d'autres personnes qui n'ont pas de problème de santé. Donc comment tu veux que ce soit pas problématique ? C'est-à-dire que si on veut parler de cholestérol, qu'on laisse des gens qui ont du cholestérol en parler. Si on veut parler de diabète, qu'on laisse des gens qui ont du diabète en parler. Si on veut parler de cancer, qu'on laisse des gens qui ont eu un cancer ou qui ont un cancer en parler. Et qu'à un moment, on mette au cœur du sujet les personnes concernées. Et ça, je pense qu'il y a un énorme pilier qui manque aujourd'hui sur la prise de conscience des luttes à venir. C'est qu'on a conscience qu'il y a une lutte écologique, une lutte économique, etc. La lutte sanitaire, les gens n'ont pas encore compris à quel point je pense vraiment que c'est via les épidémies que si le fascisme va arriver un jour à monter au pouvoir, je pense vraiment que ça sera par une crise épidémique. Parce que c'est comme ça qu'on a même les gens qui sont les moins fachos. C'est quand tu commences à dire « Ah là là, c'est dangereux ». Oui, parce qu'en fait, on a pris le biais de vraiment essayer de faire peur aux gens au maximum pour qu'ils se protègent. Et donc, tu as raison, c'est plus dans le monde de l'éducation sexuelle, de juste mettre un préservatif parce que c'est pas que attraper le VIH. Il y a plein d'autres MST qui existent, plein d'autres IST qui existent d'ailleurs, et plein de juste ne pas vouloir tomber enceinte quand on est une femme. Ça, on l'oublie aussi. Et il y a plein d'autres choses. Donc, ça, tu as raison, mais on le voit que les jeunes mettent de moins en moins de préservatifs. Alors ça, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Tout le monde met de moins en moins de préservatifs. J'ai vu qu'on disait qu'il y avait une montée des MST. Je pense que c'est dû à quoi ? Parce que franchement, on a tous été, et franchement, soyons honnêtes, on a tous été, parce qu'on va culpabiliser, je pense qu'il y en a plein qui culpabilisent, comme si tu avais fait une faute un jour et que du coup tu l'avais attrapé. On a tous été cons un jour de ne pas avoir mis bien un préservatif. Quand on est une meuf, des fois, c'est les mecs qui l'enlèvent, et je pense qu'il existe aussi plein d'autres violences que je ne connais pas. Donc on a tous été exposés un jour en faisant soit pas attention, ou alors en étant exposé à quelqu'un qui ne fait pas attention. Après, et puis c'est la vie, à un moment, il faut arrêter. Faut arrêter de faire genre... Personne ne dit qu'il est parfait, voilà. Parce qu'on est dans une société où tout le monde parle comme si, tu vois, le nombre de fois où j'ai entendu un mec de 40, 50 ans, 60 ans dire « Ah, les jeunes, ok, excuse-moi, tu sais ce que c'est un Cégide ? Tes dépistages, tu les fais quand ? Tu sais ce que c'est la PrEP, le TAF, le TPE, tu vois ?» Non, mais c'est-à-dire qu'on est dans un discours ultra hypocrite où on tape tout le temps sur les jeunes. Oui, sur la perfection. Ce qu'on oublie de dire, c'est que oui, les jeunes mettent peut-être moins de préservatifs, enfin les moins jeunes aussi, et que le plus haut taux d'augmentation des IST, c'est chez les plus de 50 ans, pas chez les jeunes. Pourquoi ? Parce que tu as aussi beaucoup de divorces et que quand tu as une personne qui a été mariée 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui redécouvre sa sexualité, il n'est pas forcément à jour. Et, et donc non, je trouve que ce qui m'agace un peu, c'est qu'on tape toujours sur les jeunes. Il ne faut pas oublier que ce sont les jeunes qui parlent de consentement, ce sont les jeunes qui parlent de VSS, ce sont les jeunes qui parlent de santé sexuelle. Et oui, il y a un manque de formation, d'information, mais qui est général. Et je trouve ça beaucoup plus choquant une personne qui a connu l'époque du sida, dont des amis sont morts du sida et qui aujourd'hui encore ne sait pas faire la différence entre sida et VIH et qui est capable de faire chier tout le monde alors que lui-même ne fait pas encore de dépistage et met toujours pas de capote, que d'aller faire chier des jeunes qui en fait on a complètement rendu le VIH complètement invisible et comme si c'était une sorte de monstre mythologique dans la tête des gens. Ça fait très peur, c'est horrible et puis il n'existe pas. Il est pas là, je veux dire, c'est une allégorie de quelque chose d'insidieux d'insidieux, mais qui est une allégorie de tous les discours fascistes du terroriste, de l'assassin, de l'homosexuel qui va violer ton enfant. Enfin, il y a quelque chose de très... comme tu le dis, on t'a dit que tu serais un juif, donc ça devient le lobby antisémite qui contrôle le monde. Oui, et tout ça, ça se co-structure. Je veux dire, quand tu vois comment est-ce qu'on a voulu gérer la crise épidémiologique, en Suisse, on nous a quand même proposé de nous tatouer. En France, on nous a proposé de nous enfermer dans des centres qu'on appelait des sidatoriums. Jean-Marie Le Pen. Enfin, c'est-à-dire que voilà, tu retrouves à peu près toujours les mêmes biais, hein, les homosexuels qu'on enferme dans des centres pour de thérapie de conversion. Enfin, bon, c'est toujours à peu près les mêmes mécaniques qui se répètent. Et donc on parlait quand même de ces associations où on se dirait que normalement c'est celles qui sont censées aider. Toi, tu as quand même relaté de faits où tu as été du coup mis à l'écart
tu l'as dit, comme si, comme tu vois, tu es traité, tu es sous PrEP, tu pourrais voilà, t'estimer heureux. Il y a une vidéo que tu as tournée aussi où tu montres les phrases que tu as pu entendre dans ces milieux-là. Je ne sais pas si on pourra la mettre, mais ou en tout cas, les gens pourront la retrouver sur tes réseaux sociaux. C'est quand même assez choquant. À quoi tu penses que c'est dû, cette idée où c'est des personnes, où nous, de l'extérieur, on se dirait, en fait, c'est les associations, donc c'est qui vont le plus vous aider. Et finalement, ça se retourne contre vous. Il n'y a pas de safe place. Non, alors en réalité, je pense que les gens savent très bien que les assos ne vont pas aider, mais qu'il y a une sorte de déni collectif. Pour une raison qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est qui lutte si ce n'est pas des jeunes sur les réseaux qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans et qui tout seuls vont parler d'une problématique qui est nationale, qui est mondiale, et tu vas avoir une personne qui va commencer à le faire, qui va parler d'endométriose, puis 2, puis 3, puis 5. Et le pire, c'est que j'ai une amie qui est sur ce sujet d'endométriose, même constat que moi, hein. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose qui ne l'aide pas, c'est les associations. Et elle se fait harceler par les associations. Mais parce que je trouve ça choquant que personne se demande comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça soit sur les réseaux des personnes seules, isolées, souvent précaires, qui politisent, qui informent, qui déconstruisent, qui sont tout seuls, qui se prennent en ramassis de haine, de violence, de menaces de mort. T'en connais beaucoup qui sont aidés par des assos ou qui travaillent avec des assos. Dès que tu as une personne qui commence à avoir une visibilité sur une thématique de la santé, dans ta logique, tu dis elle devrait être contactée par des assos, elle devrait être mise en avant, ça devrait créer, tu vois, et fusionner les assos pour les amener à revenir sur les réseaux, à récupérer une place, etc. Mais je pense que les assos, elles sont un peu boomers dans leur fond. Elles ont une manière de fonctionner qui est toute puissante, qui est le sachant, qui est... J'ai des gens, encore hier, je me suis fait manger, je me suis fait défoncer la gueule par un militant qui était chez Aide et Sida Action, qui me parlait comme de la merde, parce que tu comprends, lui, il milite. Mais j'en ai rien à carrer que tu milites. Enfin, je veux dire, t'es concerné ou t'es pas concerné. Je veux dire, c'est pas parce que t'es militant que tu peux prendre la parole des personnes concernées. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y a plein de choses à revoir. Il y a plein de choses... Donc, c'est des personnes qui se disent militantes en n'étant pas concernées, en n'étant pas séropositifs. Moi, j'aime pas le terme militant. Personnellement, c'est pour ça que j'en ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec ça, parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de carte qui te permet de dire je milite. Tu vois, tu vois, comme les hommes qui disent je suis féministe, moi j'aimerais bien, j'espère, tu vois, j'espère le plus. Après, est-ce que je peux dire je suis féministe ? Ça me met un peu mal à l'aise, quoi. Par contre, il y a un débat sémantique autour voilà, de tout et ça. Je suis un peu d'accord avec ça, ça me met un peu mal à l'aise. J'aimerais, mais après... Dans les limites que la personne a aussi de la compréhension et qu'elle ne sera jamais à ta place. Voilà, la limite, c'est l'empathie, quoi. La limite, c'est les personnes concernées qui vont à un moment me dire tu dis de la merde ou pas, tu fais de la merde ou pas, quoi. Et je trouve que ce terme militant, c'est un peu trop facile. Parce que tu peux du coup t'accaparer n'importe quel combat, n'importe quelle lutte et mettre en avant l'organisme. Il y a des gens qui me sortent nous, ça fait 40 ans qu'on lutte. Excuse-moi, t'as 25 ans. Tu vois, j'ai le VIH depuis 16 ans. Enfin, je veux dire, puis combien même, j'ai le VIH, même si c'était depuis que hier, quoi, tu vois. Oui, t'es concerné. Je suis concerné, point. Concerné, Donc, non, il y a ça. Et puis, c'est vrai que je me suis pris des trucs dans la gueule venant des assos qui étaient hallucinants. Moi, là-bas, je suis un petit boomer, hein. J'ai 36 ans, je viens de Nice, donc la région qui est tellement de gauche. Donc, si tu veux, voilà, j'ai une éducation qui est très... pas une éducation, j'ai vécu toute ma vie dans une ville ultra raciste, ultra sexiste, donc c'est compliqué aussi, ça a été très compliqué de prendre du recul sur toi-même aussi. Ouais, et de remettre en question tout ça. Mais quand je suis arrivé à l'association pour la première fois, c'était Aide. Déjà, j'ai mis très longtemps à pousser la porte parce que j'avais une personne qui travaillait à Aide, qui était en fait mon ex-meilleur ami, qui, le jour où j'ai appris que j'avais le VIH, a disparu de la circulation et a coupé contact. Bon, tout s'est arrivé, 90% des gens, ça a été ça. Ouais, mais du coup, lui, il est chez l'association. Ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est que quelques mois plus tard, j'ai trouvé dans la rue avec le t-shirt de Aide, quoi. Et ce qui a été ultra violent, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il a eu peur pour lui. Et qu'en fait, c'est possible, tu vois, ça peut m'arriver. Donc, et que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait des gens aussi qui militaient parce qu'elles avaient peur pour elles, parce qu'elles avaient peur d'avoir le VIH, elles. Et ce qui en soi, c'est aussi une forme de sérophobie. Totalement. Je le comprends, hein, qu'en plus, bien sûr que c'est cohérent, tu vois, d'avoir peur, etc. Mais ça rentre dans cette fausse croyance de dire, tu sais, il y a plein de personnes, je sais plus, ils avaient fait ce sondage-là de fausses croyances. On remettra la stat de personnes qui pensent qu'on peut l'avoir si je bois dans ton verre, par exemple. Oui. Donc comme si on côtoyait le même air et que du coup je pourrais attraper le VIH, le sida. C'est quand même une fausse croyance qui est encore trop répandue, mais venant de personnes qui sont au sein d'associations,
Mais Après, même... c'est une projection. Je sais que c'était pas à ce point-là qu'ils se disaient ça, mais ça reste quand même assez étonnant de dire que ça existe encore à ce point-là sur des personnes qui devraient être éduquées. Ben, là, en fait, elles sont éduquées une association aujourd'hui, une grosse association, elle a un fonctionnement qui est capitaliste en fait, elle a un fonctionnement comme une entreprise, donc ça suit des règles du capitalisme, donc ça suit une règle de pouvoir, et puis surtout dès que ça touche la santé, c'est compliqué parce qu'on s'oriente vers des groupes sociaux qui sont isolés, qui sont minorisés, qui sont beaucoup en souffrance, qui sont très faciles à abuser dans beaucoup de contextes, donc un organisme qui est gigantesque, voilà, il peut y avoir des abus. Et ce que je reproche, c'est pas de dire que le fond est mauvais, mais c'est que quand en fait j'attaque ces principes-là, c'est tu t'attaques à un truc qu'il faut pas. Puis tu dis attendez, et puis de suite on me sort, oui, et tous ces bénévoles. Je dis non, mais attendez les gars, quand on critique le capitalisme, on critique pas le caissier ou la caissière, mais on critique le mécanisme, le fond. Un MeToo au cinéma, global, c'est pas dire que le cinéma doit disparaître, c'est remettre en question des schémas de violence qui existent absolument partout. Et la question, c'est pourquoi est-ce que dans les associations, quand il y a un schéma de violence, souvent on cherche à l'étouffer, à faire en sorte qu'on n'en parle pas, à avoir le moins possible de transparence pour faire perdurer un système économique. Voilà, et je trouve que c'est pas ok parce que c'est nous qui en pâtissons le plus. Mais derrière, pour répondre, tu vois, à la question sur la salive, etc. Moi, je vais pas jeter la pierre quand il y a des gens qui viennent sur mes lives et qui me disent mais est-ce qu'on peut avoir le VIH en faisant un bisou ou quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'offusquent et qui disent c'est con comme question. Non, c'est pas si con que ça, parce que un jeune qui se pose la question et qui me dit ouais mais tu comprends, on me dit que c'est par le sang, mais si j'ai une gingivite et que j'embrasse ma copine ou mon copain et qu'il saigne, tu vois, donc c'est pas une question bête en fait. Non, c'est la forme en fait qui peut être dérangeante. C'est surtout que les gens qui se moquent d'eux n'ont pas la réponse. Et ça, je trouve ça toujours très hypocrite. C'est que je crois que c'était il y a quelques mois, j'étais avec un journaliste qui me dit, tu te rends compte, t'as des jeunes qui pensent qu'on attrape le VIH en faisant un bisou. Je dis ok, explique-moi en quoi c'est pas possible. Elle me dit c'est-à-dire ça s'attrape pas. Je dis oui d'accord, mais explique-moi pourquoi. Si je saigne, que j'ai une gingivite, que je t'embrasse, que tu saignes, explique-moi pourquoi. Et arrête, il me dit je sais pas. Je dis voilà, la différence avec les jeunes et les moins jeunes, c'est que les jeunes ils veulent des réponses, et ils veulent des réponses qui soient intelligibles. Moi, en tout cas, c'est ce que je remarque, c'est que les personnes de l'ancienne génération, tu leur donnes une information, ils l'emmagasinent. Les jeunes, ils ont plus tendance à creuser. Et là, ils se confrontent. Tu peux donner la réponse pour ceux qui se posent la question. Oui, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez il n'y a pas de virus dans la salive. Dans la salive, il n'y a que la présence des anticorps. Donc le virus, il est présent que dans le sang. Et dans le cas où tu as une gingivite, il n'y a pas suffisamment de sang ou de virus pour que ça puisse survivre, ne serait-ce qu'avec l'acidité de la salive, pour qu'il puisse avoir un risque de transmission. Bien sûr, à moins que tu t'arraches une dent et que tu arraches la dent de ta copine, là ok. Mais non, c'est vraiment. C'est pour ça que ça peut se transmettre, par exemple, et c'est là où on fait de la sensibilisation sur les personnes dans les milieux où il y a de la drogue, où ça pourrait se transmettre par une seringue, mais pas par une gingivite. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que dans le rapport, la personne la plus exposée, c'est la personne qui est pénétrée. Parce que la personne qui est pénétrée, par la muqueuse, tu vas avoir des micro-traumatismes, enfin des lésions. Des micro-lésions, et qui vont jouer le rôle de porte d'entrée. Et en soi, selon certains rapports, la personne qui pénètre, elle peut être 30 fois moins exposée que la personne qui est pénétrée. Donc c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Par contre, la personne qui pénètre, quand il y a 30 fois plus de risques de le transmettre. Donc c'est vraiment pas juste, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce truc, protégez-vous, comme si c'était la personne qui a plus de chances de le transmettre, mais le moins de chances de l'avoir, c'est la personne qui a le... c'est le mec, quoi. Donc c'est le mec pénétrant, donc c'est celui qui a le plus de pouvoir, qui a le plus de... Donc non, on peut pas réduire ça à ça. C'est pas possible. Clairement. On va revenir aussi sur le cyberharcèlement que tu as pu vivre. Moi, cet été, j'ai assisté à un festival que tu as mis en place, où tu avais fait quelque chose de très poignant et de très représentatif. Il y avait un mur où il y avait toutes les personnes, tous les commentaires que tu as pu recevoir. Donc ça va de menaces de mort à de personnes qui te disent, comme on l'a dit, j'ai un traitement, des choses homophobes, des choses, voilà, tout ce dont tu peux parler depuis tout à l'heure. Et de le voir comme ça en vrai, c'était quand même assez saisissant. Comment, toi, tu arrives toujours à continuer, parce que tu fais quand même des lives avec un écriteau, comme on l'a dit, où tu t'exposes, entre guillemets, face à cette injustice et ces discriminations-là. Comment on fait aujourd'hui, face aux réseaux sociaux, pour continuer à avoir la force que tu as, et franchement, je t'admire, à continuer les lives et à sensibiliser et à lutter avec tout ça?
On est beaucoup hein, à devoir être admiré parce qu'on est beaucoup à s'en prendre plein la gueule et je pense que tu sais aussi, tu vois, de quoi je parle J'en en fais tant partie que pour femme. autre chose. Donc, tu vois, en fait, voilà, on s'admire. On est des... Mais déjà, je veux remercier l'association Shams France parce que c'est impossible de monter un festival tout seul. Moi, j'ai pas de financement, je veux pas de financement. J'ai une asso, mais c'est plus une structure, tu vois, qu'autre chose pour pouvoir, quand par exemple on fait des cagnottes, tu veux avoir un tu m'as compris, genre un bilan à part, tu vois, genre Oui. un truc à part, tu vois. Mais comment on fait? On prend des antidépresseurs, je bois du Prosecco, je suis alcoolique, j'ai des troubles du comportement alimentaire, je fais des cauchemars. Enfin, on se pourrit la santé. Enfin, ils nous pourrissent la santé. Mais en soi, je fais surtout ça par survie, parce que je pense que si je m'étais pas mis à lutter, je pense que je me serais tué, je pense. Et que c'est ça qui est compliqué, c'est quand les gens te disent oui mais arrête, c'est trop compliqué. Bah non, parce qu'en fait si j'arrête c'est pire. Parce que ça continue de toute manière, le harcèlement continue. Et puis je suis tellement en colère, c'est en colère contre les gens qui font rien, contre les associations qui parfois nous abandonnent, aussi contre beaucoup de personnes qui ont de la visibilité, parce que tu vois, regarde, tu vois, merci de me recevoir, parce que regarde bien, t'as très peu de gens en fait qui nous relaient, ou qui osent, tu vois, parler du VIH, de peur d'être associés à des personnes séropositives, etc., dès que sur un live ou que tu as une personne ou un créateur de contenu qui va me soutenir, on va de suite supposer, comme à l'époque de l'homophobie quand tu accompagnais une personne homosexuelle ou que tu la défendais, tu étais de suite taxé d'homosexuel. Tu vois. Ouais. Bah là, c'est pareil. Tu as des gens qui vont dire « Ah, c'est parce que toi aussi, tu as le sida. » Enfin, tu vois, Si c'était le cas, ça ne vous regarde pas de toute façon, comme on l'a dit au début. Oui, non, ce que je voulais parler aussi, c'est parce qu'il y a le cyberharcèlement qui arrive des réseaux sociaux. Et d'un côté, on nous dit oui, mais bon, vous avez la visibilité. Je dis on parce que comme tu l'as dit, ça peut me concerner aussi. Mais là, on va parler de toi. Il y a au moins les bons côtés d'avoir de la fame, entre guillemets, et d'avoir de l'argent. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse, parce que c'est une grosse fausse croyance. Ça fait plein de thunes, c'est facile. Encore une fois, c'est juste un angle pour pouvoir t'attaquer et te dire « Ah, t'as vu ?» De toute façon, c'est comme l'argument complètement con. Ça, il est fascinant, cet argument. Oui, mais t'es biaisé parce que t'es concerné. Je dis « Waouh, quel argument incroyable !» Moi, je l'ai tout le temps, cet argument. Oui, mais t'es concerné. Enfin, t'as le VIH, donc du coup, t'es pas neutre. Bah oui, mais forcément. Je sais pas l'utilité d'être neutre. C'est complètement con. C'est comme si tu dis à un pianiste oui, mais enfin, t'es pas neutre, t'es pianiste, quoi, quand tu parles du piano. Bah oui, c'est parce que c'est mon métier. Les gens sont vraiment des fois chelous, quoi. Oui, c'est que là, t'as fait un post en te disant, et je trouve ça intéressant, et c'est quand même important de le dire, que t'as gagné moins de $30 le mois dernier. Alors qu'il y a des personnes qui pourraient penser qu'on se fait des 1000 et des 100 et qu'on pourrait se faire un business en parlant de la santé, la santé, de choses engagées, de lutte contre la discrimination. Non, quand t'es engagé, t'es des pauvrettes. Hein. Qu'est-ce que tu crois que t'as des marques qui vont nous appeler pour associer leur marque à un discours politique? Ils savent très bien que c'est compliqué. Une marque, elle a tout intérêt à avoir des consommateurs de droite et de gauche et de tout port politique. Donc et ouais, donc ils ont tout intérêt à lisser leur image, etc. Bah, encore une fois, c'est le capitalisme, etc. Donc non, c'est pas du tout avantageux, surtout sur le domaine du VIH, quoi. C'est assez fou. Il y a eu une petite période chouette où je me suis dit tiens, peut-être que je vais un peu gagner d'argent, qui était au tout début de la monétisation de TikTok, où il y a eu quelques mois où je me suis fait 1000 €, je crois que dans le meilleur mois j'ai fait 1500 €, et je me suis dit waouh, incroyable, tu vois, et j'étais ultra content, et c'est là où l'asso, tu vois, me dire bah c'est cool parce que du coup je vais pouvoir mettre cet argent dans l'association, ça va pouvoir, tu vois, me défrayer pour le train, etc. Les déplacements quand on fait des événements, parce que moi j'ai quand même investi de ma poche, je crois que je dois être pas très loin des 30 ou 40 000 € de ma poche sur les 5 ans d'engagement que j'ai. Et c'est là où tu te rends compte qu'aujourd'hui, même lutter, c'est un privilège. Ce qui est horrible à dire, c'est pas normal d'en arriver là. C'est-à-dire que même lutter pour ses droits, c'est un privilège. Si je ne gagnais pas bien ma vie, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Déjà aussi parce que je suis pas à Paris. Donc dès qu'il se passe quelque chose, malheureusement, en France, tout est ultra centralisé à Paris. Et ça, il va falloir aussi un jour faire en sorte que ça change. Parce que quand je dis que je viens de Nice, souvent on me dit « Ah putain, tu as courage, mais tu veux pas bouger. » Et ouais, mais en même temps, non, parce qu'on va pas non plus réserver à la capitale. Tu vois, l'élite de ceux qui luttent à la capitale, il faudrait un peu qu'il y ait des gens qui luttent un peu, qui descendent à Nice. On en a besoin à Nice, hein. Oui, non, mais de toute façon, il y a un enjeu pour les régions partout. Et moi, je m'inclus dedans en tant que francilienne de banlieue. Mais on a tendance à penser que tout se passe ici, alors qu'il se passe beaucoup de choses ailleurs. Et question rien à voir, mais juste parce que là, on parle des régions. Moi, un jour, j'ai dit province et on l'a mal pris. Est-ce que c'est pas bien de dire province ?
Moi, je le prends pas très bien, les Prends pas bien provinciaux. Parce qu'il y a cette idée de concentration de Paris, de la culture, de la. Ok, Un jour, j'ai quitté un mec avec ça, qui, Ah qui me disait toujours près de la province, etc. Puis un jour, il vient à Nice, on va faire un repas chez une amie. Et moi, je voulais absolument voir un opéra à Paris. Et puis il m'a dit oui, puis je l'ai amené à l'opéra. Il dit ça à mes amis. Je dis comment ça, tu m'as amené à l'opéra? J'ai dit, on est à l'opéra. Il me dit non, mais je t'ai emmené. J'ai dit quoi, c'est quoi? J'ai amené le Pecno. Ouais, le petit Pecno de province, tu vois, dans la grande capitale de la culture. Il me dit, bah, c'est un peu ça. Je dis, bah, c'est simple, tu vas rentrer chez toi, et puis moi, je vais rester chez moi. Mais là, il a pas dit que province, là, il est parti plus loin dans le cliché quand même. Mais bon, c'est un peu ce que j'entends à chaque fois, tu vois. Oui, ok, je comprends. Donc, maintenant, je dis en région, on m'a dit que c'était mieux. Oh, je m'en fous. Après, tu l'associes beaucoup tu vois, au mood de la personne. Je vois bien que là, c'est pas, tu vois. T'es sur les réseaux sociaux, tu parles de tout ça. Il y a tout le cyberharcèlement. Tu gagnes pas d'argent, limite tu t'endettes. Les associations elles t'aident pas. Et en plus de ça, tu as beaucoup de personnes concernées, pour le coup, vraiment concernées, qui vont t'envoyer des messages pour demander de l'aide, parce qu'on voit que on manque de prise en charge de ces personnes-là, au niveau de la santé mentale surtout. Et tu dis que tu ne sais pas comment les orienter aujourd'hui. Ah ben, je peux pas et comment faire. Et on rappelle quand même que tu es tout seul, que tu es un humain. Donner une idée quand même aux gens qui nous regardent, le nombre de messages que tu peux recevoir de personnes qui demandent de l'aide. Je me réveille tous les matins avec un appel à l'aide de quelqu'un qui est en train de mourir et je me couche tous les soirs avec un message de quelqu'un qui est en train de mourir. Et sinon, dans la journée, c'est des dizaines, des fois des centaines. Puis via tout, mail, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, téléphone, sur absolument tout. Donc je vis en fait avec ça au quotidien. Et puis des réactions des assos qui ont été parfois très violentes. Je me rappelle de la première fois où j'ai cherché à trouver de l'aide pour une personne. Je commençais sur les réseaux depuis une semaine et je raconte souvent cette histoire parce que ça m'avait beaucoup marqué. Mais c'est un papa séropositif, monoparental, 2 gamines en bas âge, 2 petites filles en bas âge, qui avaient acheté le bouquin d'Irène Grosjean. D'ailleurs, j'envoie un message à la Fnac, Amazon, Cultura, qui devrait retirer de leur vente le bouquin d'Irène Grosjean, qui dit que quand un enfant a de la fièvre en bas âge, il faut le masturber, et que les gens qui ont le VIH, c'est parce qu'ils mangent de la pizza quand ils étaient enfants, et qu'ils doivent arrêter les traitements et se traiter au germe de blé. C'est un bouquin qui tue, et qui légitime des actes pédocriminels, et qui est en vente sur la Fnac, Amazon, Cultura. Donc ça serait bien qu'ils réagissent. Parce que ça fait maintenant 5 ans que je le signale. Et en fait, il avait acheté ce bouquin, donc il se traitait à la base de germe de blé, il était en train de mourir, il a commencé à avoir un sarcome de Kaposi. Et j'appelle des assos en disant comment je fais, qu'est-ce que je fais, et puis rien, quoi. Puis j'arrive à avoir le numéro d'une asso qui me dit mais déjà, on ne sait pas qui vous êtes, qui vous a permis de parler de VIH sur les réseaux. Et je dis personne. Non, mais vous n'avez pas le droit, il faut laisser les professionnels le faire, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Mais je pense qu'ils ont peur de quoi, en fait Perdre le monopole, je pense. Je sais pas. Je pense qu'il y a vraiment un marché. Il y a des gens qui ont fait carrière sur le sida. Il y a des gens qui se payaient 15 000 € par mois dans les assos sur ce sujet-là. Et puis à la fin, elle me dit et puis donc on vous donnera pas de contact parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Et puis qui nous dit que c'est pas vous qui l'a poussé au suicide. Et ça finit par faites gaffe, vous pouvez finir en prison. Sous quel motif ? Sous motif que je serais peut-être quelqu'un qui pousse les gens au suicide. D'accord. Je sais pas, mais c'est aberrant parce que j'ai jamais eu dans les échanges avec les assos, c'est 2 mondes complètement différents. C'est-à-dire, je suis perçu comme, j'ai l'impression, je pense que c'est ça, un influenceur qui cherche à faire du buzz, qui veut avoir de la visibilité pour se faire de l'argent. Alors, ce qui est dingue, et puis ce qui est dingue, parce que j'ai pas envie, tu vois, en plus de me défendre, parce que je me dis, mais quand bien même ça serait le cas en plus, même si c'était le cas. Si ça participe à la visibilité, enfin, je vais pas cracher sur Lucky Love parce qu'à un moment il parle de sa séropositivité, tant mieux. Tu vois, tant mieux s'il y a demain une personne qui arrive à percer et qui arrive à être célèbre. On perd jamais avec ça. Enfin, on peut être quelqu'un de connu pour autre chose. C'est ça, mais en général, sinon, je pense qu'on t'aurait percé. J'aurais percé peut-être sur des choses qui sont plus chill. Et puis j'en aurais été content, tu vois, mais c'est pas le cas. Ouais. Mais même si ça avait été le cas, je me serais pas empêché de gagner de l'argent, tu vois. Enfin, pourquoi ça sous-entend quoi si tu gagnes de l'argent, t'es forcément un connard. Donc tu le regardes, tu dis excuse-moi, mais toi tu as un salaire. Donc si ensuite t'as logique, t'es une grosse merde alors. Non, mais ou alors il y a gagné de l'argent, ou là tu disais des personnes qui ont gagné 15 000 € et là on tombe dans l'indécence, et il y a gagné de l'argent pour juste vivre et payer ses factures. Jusqu'à présent, ceux qui gagnaient 15 000 €, c'est les directeurs d'associations. Donc c'est pas les créateurs. Il y a pas beaucoup d'influenceurs sida. Influenceur sida, oui. Voilà. Non, mais c'est vrai, non, mais t'as raison. Et puis je pense que c'est partout, dans toutes les luttes, il y a un peu cet imaginaire autour de
de l'influenceur. Tu sais, on est post-clash Berda Booba, donc on a l'impression qu'il se passe plein de choses. On est tous des influenceurs de Dubaï, quoi. Et tu vois, mais attends, j'ai été insulté par un mec de Ed qui est salarié chez Ed, qui m'a traité d'influenceur de sida à Dubaï. Alors que je rappelle, à Dubaï, les personnes avec le VIH sont interdites et on finit en prison quand on a le VIH. Donc quand tu as une remarque comme ça venant d'un mec qui travaille à Ed, mais même régulièrement quand je bosse, quand j'échange avec ces assos, on n'est pas dans le même monde. C'est-à-dire que j'ai encore les échos des directeurs d'assaut qui me disent mais on comprend pas ce que tu cherches, c'est quoi l'aide que tu veux, ou quand je demande de l'aide on me dit mais on peut pas collaborer ensemble. Je ne demande pas de collaborer, je demande de l'aide, je demande des soutiens, je demande des relais. Et ce qui me choque, c'est pas que vous m'aimiez pas, je sais que les assos m'aiment pas, je m'en carre, c'est votre problème. Déjà, comment est-ce que c'est possible de dire qu'une institution n'aime pas un individu? Pour moi ça fait très sectaire, c'est très sectaire comme je suis pas une marque, quoi, tu vois, je suis une personne concernée, donc je trouve ça très bizarre. Et d'autre part, ce que je pointe du doigt, c'est que malgré ma notoriété, si moi j'arrive pas à avoir des relais, je pars du principe que personne ne peut en avoir. Et c'est vrai que les seules personnes séropositives que je connaisse qui arrivent à avoir de l'aide, elles sont sous la coupe d'associations. Donc elles sont dans des cercles très fermés, très hermétiques, avec un discours lissé, qui vont répéter un discours qu'on leur a demandé d'avoir et qui se répète. Et donc en fait, tu as l'impression d'assister à presque des fois des discours sectaires où la personne a le droit à un certain accompagnement, mais sous certaines conditions. Ça me fait penser aussi au scandale du refuge avec les abus sexuels, à l'article qui était sorti Culture du viol chez Ed, où des gens avaient été... Il faut se méfier de tout, partout. C'est pas parce qu'on est une association qu'on est de facto... Et ce qui est normal. Ce qui me fait très peur, c'est quand on pointe ça dans certaines assos, c'est que l'asso massivement te harcèle et t'attaque en front, alors que tu dis, mais faites une enquête. Enfin, je veux dire, normalement, le rapport sain, c'est pas de nier, c'est que ça fait encore plus flipper, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand j'ai commencé à me prendre des vagues de haine venant de gens dans des assos, c'est parce que j'ai témoigné de la violence que j'ai vécue au Spot March à la Nice, de Ed, où quand je suis allé les voir pour dire, j'aimerais être bénévole, et puis j'aimerais plus tard faire des antennes de témoignages pour Séropos, la réponse que j'ai eue, c'est, vous êtes dangereux, les Séropos doivent rester cachés, le plus important, c'est qu'on finisse pas comme vous. Des discours ultra violents, et où tu te dis, et quand j'ai commencé à en parler, ça allait beaucoup plus loin, et où j'ai commencé à en parler, on m'a reproché d'avoir dénoncé ce que tu avais vu. D'avoir dénoncé ça. On m'a dit que je harcelais Ed. La directrice de com de Ed, je l'ai rencontrée sur un événement. Je ne savais même pas qui c'était. Elle vient vers moi, elle me dit, ouais, c'est bien ce que tu fais sur les réseaux, je la connais pas. Elle me dit, par contre, ça serait un petit peu bien d'arrêter d'harceler Ed. Et là, tu dis, non, mais attends, je suis une personne isolée, concernée, je fais ce que je peux, je suis menacé de mort, etc. Et tu viens me dire que j'harcèle une association nationale avec des salariés, avec des... c'est surréaliste. Mais de toute façon, tu vois qu'ils ont le discours, ils ont un vocabulaire capitaliste, ils ont un... Je le comprends quelque part aussi, tu vois, mais qu'ils le réalisent et qu'ils se remettent en question. Et du coup, là, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui se posent la question, si elles peuvent, au-delà de te rajouter une charge dans tes DM, peut-être y répondre maintenant. Si on a découvert qu'on était séropositif, est-ce que tu as un message à passer à ces personnes-là pour leur dire peut-être que... Parce que depuis tout à l'heure, on parle de choses... et il ne faut pas invisibiliser, parce que c'est bien d'essayer de trouver des choses positives pour garder le moral, mais il faut quand même parler de ce qui ne va pas. Mais est-ce que tu peux quand même leur passer peut-être un message, ce que tu aimerais leur dire dans toutes ces choses? On ne souffre pas du VIH quand on a accès au traitement, on souffre de la sérophobie. Ça, c'est important de comprendre, c'est que la première chose qui nous détruit, c'est pas le VIH en soi. Aujourd'hui, on a des traitements. Si on a accès à un traitement, qu'on n'a pas de résistance, on a une espérance de vie qui est normale. Le virus, il est intransmissible. On peut avoir des enfants. Concrètement, du point de vue de la santé, il n'y a rien qui change. Ce qui change, c'est le regard. C'est le regard de l'autre, c'est le jugement. C'est surtout l'isolement. C'est-à-dire que vivre une discrimination, je pense que moi, j'avais pas besoin d'avoir le VIH pour savoir ce que c'était. Ce qui a été très difficile avec le VIH, c'est que là, j'étais seul. Et que ma propre famille, quand je parle de famille, je parle de communauté. C'est-à-dire que même du côté des homosexuels, je vivais beaucoup de sérophobie. Et là, en fait, tu te sens trahi, tu te sens isolé, tu te sens instrumentalisé, tu te sens fétichisé parce que tu es homo, tu es sur Grindr, tu as le VIH, soit on veut pas te toucher parce que tu es un salicylaïque et que tu n'es pas clean, soit on veut surtout baiser avec toi parce que tu as compris, tu transmets rien, donc on pourra baiser son capote. Donc en fait, tu es un objet fétiche. Et c'est très compliqué d'expliquer aux gens que j'ai le VIH
Et je mets des capotes. Je mets pas des capotes parce que je veux pas te transmettre le VIH, je peux pas, mais parce que j'ai pas envie d'avoir une chlamydia, j'ai pas envie d'avoir une Oui, syphilis. il y a d'autres choses qui Il y existent. a d'autres choses que le VIH Ouais. et que j'associe ça à un geste d'amour. Bon. Mais premièrement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas le problème, on est la solution. C'est ultra important. Parce que souvent on se dit c'est ma faute ou c'est la faute de quelqu'un. Ne pas tomber dans le piège, et on y tombe au début, hein, qui est que nous renvoyer qu'un séropo est forcément coupable ou victime. On n'est ni l'un ni l'autre. Alors on peut être victime, hein, d'une agression sexuelle, on peut être... mais on n'est pas coupable d'avoir... Vous êtes victime de sérophobie par contre. Victime de sérophobie, ça oui. Mais on n'est pas coupable ou victime d'avoir le VIH. Et on n'est pas le problème, on est des personnes dépistées, et les seules personnes qui arrêtent l'épidémie, c'est les personnes qui se dépistent. Et c'est les personnes qui ont le VIH, qui sont dépistées et brisent les chaînes de transmission. Donc on est les sauveurs de l'épidémie. Hein. Donc ça, c'est important de le comprendre. Deuxièmement, qu'il faut du temps, parce qu'on va se confronter à nos biais sérophobes, comme une personne qui, du jour au lendemain, a un handicap, va se confronter à ses biais validistes. Et ça, c'est très important de le comprendre et d'arriver à se dire « Ok, j'ai des biais sérophobes en moi, c'est ok, je vais prendre le temps, je vais souffrir de biais sérophobes aussi à l'extérieur. » C'est délicat aussi parce que des fois, tu vas vivre des choses terribles de personnes que tu aimes. Et donc, c'est compliqué de faire la part des choses et de s'autoriser à dire « Je peux en vouloir quelqu'un que j'aime parce qu'il m'a fait du mal. » Ça ne veut pas dire que foncièrement, c'est une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je considère que ça soit quelqu'un que je dois plus voir de ma vie, surtout si c'est quelqu'un de bien, ou au contraire que je dois absolument lui pardonner parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. Non. On peut aimer les gens, ça peut être des gens bien. Maintenant, cette personne-là, même si elle est formidable, même si on l'aime, elle peut des fois dire des choses qui sont racistes, homophobes, transphobes et aussi sérophobes. Et que voilà. Et que du coup, c'est difficile au début parce qu'on n'a pas forcément les mots, on n'a pas forcément encore conscientisé ce qui vraiment nous a blessés dans ce qu'on a entendu, parce que nous aussi, on a ces biais. Donc, il faut du temps. Et on peut dire les choses et on peut... Comme tu as dit au début, c'est ne pas hésiter parfois à être maladroit si c'est pour avancer. Ah ouais, j'ai 90% de mes amis qui m'ont tourné le dos. Je me faisais cracher dessus quand je sortais en boîte de nuit, donc j'arrêtais de sortir. Je recevais des lettres de menaces de mort chez mes parents. Et les seuls amis qui sont restés ont été ultra maladroits. Et c'est ok. Enfin, moi, ma meilleure amie, elle m'a dit bon, bah c'est dommage, hein, les plans cul, c'est fini. Hein. Ou mon meilleur ami, dédramatiser. Voilà, ça, tu vois, mais voilà, mais en attendant, ça m'a quand même blessé. Mais c'est pas. Je pense que voilà, on se blesse aussi entre amis et il faut pouvoir dire les choses. Et s'il y a vraiment un conseil que je peux donner, c'est les réseaux. Ça aide. Les réseaux, alors c'est d'avoir le réflexe de créer un compte anonyme. Pour pouvoir aller sur des comptes de personnes vivant avec le VIH et d'aller parler avec des personnes vivant avec le VIH. L'avantage, c'est qu'on est tellement peu que quand on est des personnes concernées, entre nous, on arrive à s'identifier et on échange. Et d'écouter les parcours, d'écouter les expériences de plein de personnes vivant avec le VIH différentes pour comprendre. Après, on a ce biais, la con, qui est oui, mais c'est pas parce que c'est séropo que ce que tu vas dire, c'est forcément pas problématique. Oui, effectivement. Mais le truc, c'est que plus tu rencontres des personnes concernées, plus tu croises des informations, plus tu arrives toi aussi à développer ta théorisation, parce qu'il faut théoriser, parce que on est aussi dans le corps, mais il ne faut pas trop tomber dans le piège du témoignage, parce que souvent, notre seule libération qu'on a, c'est on va vous faire témoigner. Moi, j'aime pas le témoignage, parce que souvent, je me dis, mais le témoignage, c'est le meilleur moyen de nous dire ça, c'est ton vécu. Donc, c'est pas politique. Donc ça n'a aucun poids politique, c'est ton expérience. Non, moi j'aime pas du tout ça. C'est nécessaire des fois, parce que ça fait du bien. Moi je réponds très peu aux questions privées, non pas parce que c'est pas intéressant, mais que oui, ça l'est. Mais tu faudrais des statistiques aussi, mais est-ce qu'on a ce genre de choses, de statistiques de personnes où on parlerait par exemple de combien de personnes qui ont le VIH intransmissible sont quand même victimes de sérophobie. C'est ça, c'est qu'on manque de vision globale. Quoi. Est-ce qu'on a les chiffres sur les personnes qui se suicident à cause du validisme? Alors maintenant, on parle de la santé mentale et c'est ça, je pense, qui va ouvrir la voie. Mais on ne meurt plus du sida dans le monde depuis 1996. On a un traitement pour ne pas... Je sais que ça va choquer ce que je vais dire, mais il faut m'écouter jusqu'au bout. On a un traitement pour ne plus mourir du sida depuis 1996. On meurt quasiment plus du sida aujourd'hui qu'avant. C'est contradictoire ce que je dis, parce qu'on laisse mourir les gens. C'est-à-dire qu'il y a un traitement, mais les gens n'ont pas accès au traitement. Ouais. C'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est la sérophobie qui tue. Ça fait longtemps que c'est la sérophobie qui tue. Et on nous laisse mourir parce qu'on associe les personnes séropositives à des gens de mauvaise vie qui
qui pour beaucoup, si on meurt, c'est pas si grave que ça. Parce que dans la et puis tête c'est les des gens, vestiges aussi homophobes de comment ça a commencé tout ouais, ça. et puis plutophobe, et puis tout ce qui s'ensuit derrière, quoi. Et puis je rappelle qu'au début, les médias parlaient de cancer gay, de lèpre rose, de GRID, Gay Related Immunodeficiency. Enfin voilà, ça a porté plein de noms dégueulasses, quoi. Mais ouais, d'aller parler à des personnes concernées, c'est le meilleur exemple, parce que ça va aussi... on parle beaucoup de lutte intersectionnelle, etc., mais je trouve qu'on est en retard. On n'est même pas capable tu vois, je trouve qu'en France, on parle beaucoup de racisme et beaucoup d'homophobie, et c'est un peu ces deux luttes qu'on va instrumentaliser, qu'on va mettre en... On aime beaucoup faire les choses en deux en France. Il y a droite et gauche, et les deux, ça n'a rien à voir. Comme si quand tu étais homosexuel, tu pouvais pas être racisé, ou comme si être musulman, c'était forcément être racisé, comme si être homosexuel, c'était forcément être blanc et athée. Non, tu peux être Et à racisé. force de simplifier les choses, on comprend plus rien. Ouais, tu as des personnes racisées, musulmanes ou chrétiennes, et homosexuelles, et séropositives. Et c'est ultra important de le comprendre, parce que ça veut dire que même dans notre manière d'avoir lutté contre l'homophobie, on l'a quand même fait de manière raciste, hein. On l'a quand même fait de manière sexiste. Le féminisme aussi, hein, le début c'est du white féminisme. Oui, et heureusement qu'on parle aujourd'hui de misogynie noire, etc. Mais du coup, il faut aussi, par conséquent, revoir aussi notre manière d'avoir lutté, et revoir aussi un peu nos assos. Parce que là, c'est bien, nos assos, elles commencent un peu à se rajeunir, donc à se restructurer. Mais j'ai quand même eu l'impression que beaucoup d'assos qui se prétendaient LGBT que j'ai rencontrés ne sont pas LGBT, sont des assos de gays, et de gays blancs, et de gays souvent avec un discours homonationaliste. Là, aujourd'hui, ça commence un peu à changer, mais quand je rencontre des assos tenus par des hommes blancs gays dont le discours c'est « Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on parle un peu de racisme aussi ?» Oh, waouh. Et que et que je me souviens de cette discussion qui était surréaliste, de dire « Mais je vois qu'il n'y a pas de personnes trans ou de personnes racisées, comment ça se fait ?» On a du mal à les faire venir. Et pourquoi elles ne viennent pas? C'est juste sûrement parce qu'elles ne se sentent pas accueillies. C'est ça, et tu dis, mais je sais pas, vous avez déjà fait, par exemple, pour la transidentité, est-ce que vous avez déjà fait une table ronde? Si vous ne connaissez pas de personnes trans? Je dis oui. Je dis, vous avez jamais demandé à vos potes si elles ne voulaient pas faire une table ronde, et puis pour faire venir du monde, faire un petit show de drague avant, et puis et là, elle te regarde, on n'y a jamais pensé. Je dis non, je pense que c'est volontaire un peu. C'est peut-être pas conscient, mais il y a quand même une petite volonté d'où on n'en a rien à foutre, quoi. Et bon, voilà. Et c'est tout l'enjeu, c'est comment arriver à critiquer ça sans trop se mettre des bâtons dans les roues, et d'être capable d'arriver, comme j'en reviens avec mes amis proches. Je peux aimer quelqu'un, il peut avoir des problématiques. Aujourd'hui, on a quand même un problème, on n'arrive pas à se faire l'auto-analyse entre nous, et on a l'impression qu'on joue avec les réseaux une sorte de pureté militante où le but c'est de prouver à quel point on n'est pas problématique, et à quel point, mon Dieu, qu'on est déconstruit, et mon Dieu, comme on est excellent dans nos luttes, et on est tellement excellent qu'on passe notre temps à cracher sur un tel parce qu'il a fait la moindre petite erreur et la moindre petite phrase et le moindre petit truc. Militant, ça. C'est affreux. Alors que tu dis, mais moi jamais de ma vie, je me suis fait taper dessus parce que j'ai dit que jamais de ma vie je dirais que je suis pas raciste. Ah ouais, tu minimises. Ben non, parce qu'en fait je trouve ça horrible de dire que je suis pas raciste. Bien sûr que j'ai des biais racistes et dont forcément j'ai pas conscience, mais je suis homo, mais bien sûr que j'ai des biais homophobes, j'ai des biais transphobes, et il y a des choses que je déconstruis, il y a des choses que je suis en train de déconstruire, il y a d'autres choses dont j'en ai absolument pas conscience, et on peut très bien me surprendre à avoir un discours qui est pas du tout ok. Mais enfin, désolé, mais sur le VIH, c'est pareil. Tous les gens qui sont soi-disant militants ultra déconstruits, quand je les écoute parler, tu leur dis psychophobie, sérophobie, ils sont ultra éloignés d'avoir des discours qui sont safe, quoi. Et puis il faut aussi s'avouer personnellement qu'on peut pas tout savoir sur tout, et que forcément on va dire des bêtises parfois, et comme tu l'as dit, il vaut mieux s'intéresser et poser la question que être sûr et certain que nous on a raison. Et le but c'est pas de faire croire que t'es pas problématique, le but c'est d'arriver quand t'es problématique, ou quand t'as un discours qui est problématique, d'arriver à l'entendre, d'arriver à mettre les goûts de côté, d'arriver à se remettre en question. Et puis voilà, puis laisser le travail. On va finir sur un petit format snacking, comme on appelle ça, pour ceux qui préfèrent les réponses un petit peu plus courtes. Avant ça, je voulais quand même dire, parce que c'est quelque chose que tu voulais mettre en avant et dont on n'a pas beaucoup parlé, si on veut vraiment aider les personnes qui sont séropositives, qui vivent avec le VIH, ou même qui ne vont pas aller jusqu'au sida, c'est avec Trump, parce qu'on a vu que coupe budgétaire américaine. Voilà, il y a une coupe budgétaire américaine, et donc c'est 6 millions de morts qui sont prévus sur les années à venir. Sur les 4 années à venir, alors j'ai pas les chiffres là parce qu'ils ont beaucoup changé. Par l'ONU qui dit ça. En fait, les États-Unis, c'était, je crois, plus de 50% des financements des luttes contre les épidémies. Donc c'est l'USAID qui donnait de l'argent. Oui, avec la PEPFAR et tout. Et puis là, en fait, on va vivre une période qui est horrible.
Et le truc, c'est que ça fait des mois que c'est le cas, et puis nous, ça fait des mois en fait qu'on voit nos abonnés mourir. C'est ça où fait, j'ai eu du mal avec les campagnes des assos où ils ont mis autant de temps à réagir. Et dire, mais nous, ça fait des mois qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on voit nos amis mourir et que personne nous aide. Mais du coup, tu veux dire des amis qui étaient à l'étranger ? Ouais. Et donc, déjà, toi, tu as vu déjà les impacts à l'étranger de ces coupes budgétaires américaines. De toute façon, ça fait 5 ans qu'on voit les gens mourir. Bon. Et puis, il y a autre chose aussi, il y a le drapeau. Il y a le drapeau que tu as créé, un drapeau il n'y a pas très longtemps. Donc le drapeau, ça peut nous aider, montrer le drapeau. Je pense que beaucoup de gens, pour nous aider, nous envoient des messages adorables en MP. Et c'est génial pour notre santé mentale et heureusement qu'on les a. Mais il y a quelque chose que vraiment les gens peuvent faire pour nous aider, qui serait formidable, c'est que les gens osent prendre la parole. Pour le moment, les gens ne prennent pas la parole. Ils nous soutiennent beaucoup en privé. Il y en a très peu qui osent prendre la caméra et se montrer et en parler. Et ça, c'est important de le faire. Même si les gens vont avoir des maladresses, c'est vraiment ça qui peut nous aider aujourd'hui. Voilà, vous avez les tips pour essayer d'être un peu plus efficace. Alors, est-ce que tu es prêt pour notre format snacking ? Donc, c'est un vrai ou faux. Donc, bon, c'est assez binaire comme réponse. Je pourrais un petit peu plus développer. Alors, les personnes vivant avec le VIH sont toujours malades. Faux. On peut attraper le VIH en partageant des couverts ou en serrant la main. Faux. C'est facile comme question. Et on en a parlé pendant la vidéo, donc si vous n'avez pas vu. Toutes les personnes séropositives ont l'air malades. Faux. Les traitements actuels rendent le VIH indétectable et non transmissible. Oui. Le VIH touche uniquement certaines communautés. Faux. Une personne séropositive ne peut pas avoir d'enfant en bonne santé. Faux. Parler de son statut est toujours honteux et tabou. Dans le regard des autres, oui. Dans le nôtre, non. Ça devrait pas l'être, mais ça devrait pas l'être, mais... Les réseaux sociaux peuvent aider à combattre les préjugés sur le VIH. Oui, c'est l'outil qu'on est. Les personnes séropositives ne peuvent pas avoir une vie sexuelle épanouie. J'ai du mal avec les négations et les doubles négations, merde. Faux. Donc ça veut dire que oui, on peut. C'est ça. Les personnes séropositives... on peut avoir, oui. Voilà. Donc faux. Elles peuvent avoir une sexualité épanouie. C'est ça. Même si la sérophobie, des fois, n'aide pas. Ouais. Être séropositif n'empêche pas de réussir sa vie personnelle et professionnelle. Vrai. C'est ça. négation, pardon. C'est vrai que c'est un peu... Je suis dyslexique aussi, ouais. Je pense qu'ils sont compris. Dernière question, c'est est-ce que quand même tu es fière de toi pour ce que tu fais sur les réseaux ? Ouais, je suis fière de toutes les personnes qui ont avec le VIH. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette vidéo. Je vous invite quand même tous à aller sur les réseaux sociaux de Nicolas, donc Super Séro, sur TikTok, Instagram. Il y a aussi d'autres vidéos, parce que là, on n'a pas tout dit, où tu parles plus de choses personnelles, et on ne va pas tout le temps le faire répéter, parce que c'est quand même dur à répéter. On vous invite aussi à regarder d'autres vidéos qui vont vous informer de façon plus scientifique sur comment ça se transmet, comment ça s'est apparu. Et là, on n'a pas fait tout ça. On essaiera de mettre quand même des petits disclaimers pour vous expliquer, mais je pense que c'est pas... quelque chose qu'on peut apprendre en une seule vidéo. Tu non, mais en plus j'ai plein de vidéos où je le fais déjà. Et sur ton compte, il y en a plein. Puis bon, c'est technique. Voilà. On pourrait faire une vidéo sur les transcriptases inverses, la protéase et là. On pourrait en faire d'autres avec d'autres personnes aussi concernées qu'on n'oublie pas. Merci à tous. On se dit à très vite. Merci, et au revoir. Ciao. Ciao.